du jour, je vais vous dire les phrases affirmatives que je me suis, on va dire, inventées en suivant les principes, les techniques, la technique de l'affirmation positive dont parle par exemple Lise Bourbeau, pardon, dont elle dit qu'il faut pratiquer comment on dit, la pensée positive en fait, qui passe par des phrases affirmatives. Donc il y a Lise Bourbeau qui en parle, mais il y a aussi Louise Hay, qui elle est espagnole, je crois, mais elle fait ces trucs en sous-titré ou en français, qu'on trouve. Après, il y a Wayne Dyer, le docteur Wayne Dyer, qui, lui, il a fait partie avec lui, il a une technique, il dit qu'il faut sourire le matin, il faut se forcer. Et qu'à force de toujours sourire, ça devient un nouveau programme pour le cerveau et un jour on finira par sourire vraiment sans avoir à se forcer, et lorsque l'on sourit on dit merci, merci, merci. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pratiqué et qui en effet, oui, alors ça fait quand même maintenant 5 ans, presque plus, même depuis 2015. Toutes les techniques dont je parle, je les applique depuis 2015 lorsque mon frère s'est suicidé et que j'étais vraiment en train de vriller et j'étais devenue complètement schizophrène. Et c'est Eckhart Tolle avec son livre du pouvoir du moment présent qui, en le lisant, a permis que j'arrête d'identifier ma personne à la voix qui était dans ma tête. Parce que Eckhart Tolle, dans les premières pages du livre, je crois vers la 30e page, c'est là, j'ai même pas d'ailleurs lu le livre en entier, j'ai juste lu ses premières pages et ça a été suffisant pour fermer le livre et me dire bon là je vais faire ça, je vais appliquer ce qu'il dit là, parce que si en fait je crois la voix qui est dans ma tête, que c'est moi en fait, je vais l'écouter, je l'écoute parce que c'est moi en fait cette voix, si je suis sûre que c'est cette voix, c'est moi. J'écoute ce qu'elle me dit en fait, et cette voix me disait de me suicider, donc en boucle, en répétition, elle me disait tu vas finir comme ton frère, tu vas finir comme ton frère, et puis surtout je l'avais déjà fait d'essayer de me suicider, et j'avais des comportements vraiment autodestructeurs, extrêmement autodestructeurs, comme par exemple quand j'étais anorexique, je faisais 39 kilos, j'ai pas été anorexique en faisant 50 kilos quoi, je suis descendue au pire c'est-à-dire qu'encore 1 kilo, je me suis fait interner à ce moment-là, parce qu'en plus je prenais des drogues. Au moment vraiment du pire de mon poids, je suis tombée dans les drogues, donc forcément l'esprit a vrillé, mais sans les drogues ça aurait été pareil. Les médecins m'avaient dit encore 1 kilo de moins, et c'est-à-dire que ton cœur s'arrête en fait, ton cœur va s'arrêter, il y a un moment c'est pas possible en fait, c'est-à-dire que le cœur n'a plus d'énergie pour pomper tout le métabolisme, le truc qui fait qu'on est en vie et qu'on respire et tout ça. Je suis pas assez calée pour aller faire une explication de pourquoi je serais morte si j'avais encore perdu 1 kilo. C'est ce que je me souviens que le médecin m'avait dit, ou peut-être qu'il m'a dit ça pour me faire peur. C'est clair que je mesure quand même presque 1m80, alors c'est clair que 39 kilos, enfin vous imaginez le truc. Déjà je suis pas grosse maintenant, alors moi je ne me suis jamais vue comme ça. Et alors c'est rigolo parce que maintenant je vous parle de cette voix là qu'on a dans la tête, et que si on s'identifie, moi quand j'étais anorexique, donc forcément j'avais la voix dans la tête bien entendu, puisque je me souviens que à chaque kilo que je perdais, puis je les ai perdus très rapidement, parce que j'avais j'étais en pleine dépression en plus, donc du coup je me rongeais de l'intérieur, j'ai eu un choc, j'ai fait un burn-out scolaire, j'ai eu un choc psychologique à la lecture des lettres de suicide de mon frère. Et ça a pris une ampleur, lui et moi, on était dans un machiavélisme, donc je suis tombée dans une dépression, burn-out en même temps, anorexie en même temps, donc c'était vraiment la totale. Et donc bien entendu, j'avais une voix, des voix, je ne sais pas si elles sont plusieurs ou si c'est la même voix qui
qui prend, enfin, elle n'a pas de tonalité cette voix, elle a pas de, on peut pas lui dire si c'est une voix aiguë, c'est la voix qui, c'est notre pensée en fait, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais quand on n'en est pas conscient, on ne sait même pas qu'on pense en fait, on ne sait pas qu'on pense, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens avec mon frère, quand on était vraiment au pire de notre... on avait dit qu'on allait se suicider à deux, de toute façon, pour qu'on en arrive là, c'est qu'on n'en pouvait plus. Et on avait dit qu'on allait tuer nos parents, le truc quand même, il faut quand même préciser que là, on a quand même fait... pas les trucs, heureusement on l'a pas fait. De toute façon, je pense que c'est moi qui l'aurais fait, c'est pas lui. S'il y avait un ou deux qui avaient dû le faire, je pense que c'est moi qui aurais fait le truc. Excusez-moi, papa, maman, là, c'est quand même horrible de penser cela, mais c'est ce qui nous est arrivé en fait, parce qu'on était en train de vriller total et on était tellement malheureux et qu'on voyait aucun espoir à notre vie, on ruminait comme ça un machiavélisme. C'est la faute de ma mère, c'est la faute de ceci, de notre famille, de mon père, de ceci. On voyait tout, on a fait un drame de quelque chose qui, oui, peut-être notre famille comme toutes les familles, elle a des défauts, il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a des non-dits, des incohérences, des manquements, enfin tout ce qu'on voudra bien sûr, aucune famille n'est vraiment parfaite, mais de là à en arriver là où on en était arrivé, bon, on est en train de vriller total, et ça n'a rien à voir avec le fait de la famille, même si tout ce que je pense, nous pensions, était une réalité, certes, d'accord, mais il n'y avait pas de quoi aller nous suicider ni tuer nos parents. Mais nous, dans notre tête, moi j'avais 20 ans et mon frère en avait 24 et avec le burn-out de l'école que j'avais fait le cannabis, la dépression en même temps, tout, enfin ça fait un boom comme ça. Donc je me souviens quand je perdais des kilos comme ça un par un, parce que je les défilais les kilos et je me pesais et j'étais... ça a commencé comme ça a diminué 1, et c'était quasiment 1 kilo par jour que je perdais, c'était incroyable. Et donc du coup j'avais ce rituel de me peser bien entendu, puis de calculer toutes les calories. Donc j'étais à une limite, je crois que je m'autorisais 150 calories par jour, enfin un truc comme ça. Donc c'était un yaourt et un petit paquet de biscuits de régime, là je sais plus trop quoi la marque. Enfin bref. Et donc, bien entendu, je l'entendais, cette voix dans la tête qui me disait tu vois, ton ventre, il est... Moi, je focalisais sur le ventre. Alors ça a toujours été le truc, le ventre. Bon, après, j'ai lu par la suite, je ris, c'est pas marrant, hein, parce que c'est vraiment névrotique complètement. Et puis, ça prend de l'énergie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez votre ventre, vous le détestez. Alors vous le détestez, vous avez envie de le couper, enfin qui n'existe pas en fait. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'attention chez vous, à laquelle vous prêtez beaucoup d'attention. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas la seule en plus dans un délire, enfin je ne sais pas comment l'appeler, dans ce problème-là, vous l'appelez comme vous voulez, parce que finalement c'est une psychose, hein, ce ventre, cette histoire de ventre, qu'il soit gros ou qu'il soit normal et qu'on le voit gros, ou qu'il soit gros et qu'on continue de le faire grossir, ou qu'il soit normal et que on le voit grossir alors qu'il ne grossit pas. Moi j'ai une vision de mon corps qui est complètement faussée, ça c'est clair, et j'ai souvent dans la tête cette voix. Donc, grâce à la pleine conscience, maintenant, donc la pratique de la méditation à la base, depuis les 2016, j'ai d'abord fait la méditation assise et maintenant je continue bien sûr la méditation assise, mais j'ai ajouté la méditation de chaque activité, d'être conscient de tout ce que je fais sans laisser mon esprit divaguer à penser à tout n'importe quoi. Donc depuis que je pratique cette méditation, je pense que c'est vraiment la méditation la plus, comment on va dire, la plus puissante au niveau des résultats dans un changement de vie en fait. C'est-à-dire que parce que le fait d'observer toujours
ses pensées. Donc en fait, quand on dit le fait d'observer toujours ses pensées, en fait, on veut les observer toujours. Dans la pratique que je fais là, je voudrais les observer toujours, mais en fait, bon, à force de pratiquer, bien sûr, je suis toujours en train de les observer, mais l'esprit est tout le temps, c'est tout le temps en activité, quoi. C'est tout le temps. Il y a pas, et ça, c'est pas en rapport avec le fait, j'avais lu que les HPE, on a la pensée en arborescence, donc du coup, on parle, on pense. Et oui, certes, ok, peut-être que je pense plus encore que quelqu'un qui n'est pas HPE, d'accord, mais quelqu'un qui n'est pas HPE, il pense aussi autant. Peut-être pas autant dans la diversité arborescente, mais il pense beaucoup également, on va dire. Si la personne qui n'est pas HPE, elle a, je sais pas moi, 6000 pensées en 1 heure, bah, j'en ai peut-être 9000. Bon, ça fait 3000 de plus quand même. Donc, bon, je veux dire, parce que je crois qu'on a 60 000 pensées par jour. Je dis je crois parce que je n'arrive pas à avoir la fiabilité du chiffre, si c'est 6000 pensées par jour ou si c'est 60 000 pensées. J'arrive pas à trouver le bon chiffre. Donc j'avais lu au début que c'était 60 000 et depuis que j'ai refait des recherches, maintenant je vois marqué 6 000, donc je n'ai pas le chiffre exactement. Enfin, tout ce qui est sûr, que ce soit 6 000 ou 60 000, vous faites le calcul de 6 000 ou 60 000 divisé par 24 heures, enfin on va retirer les heures de sommeil, et à la seconde, ben, en fait je crois qu'en gros on pense au moins 3 pensées à la seconde, c'est quelque chose comme ça, enfin. Ou tout au moins on a une pensée par seconde, c'est même plus quoi, enfin c'est un truc de fou en fait, c'est toujours en activité. Et d'ailleurs avec mon frère, quand moi je me suis fait interner là après ce bug, ce vrillage de tête, parce qu'il y a un moment bien entendu, avec les drogues et tout, mon corps n'a pas, mon esprit et le corps n'ont plus supporté la dose de comment on va dire, c'était une dose de folie quoi, hein, de la folie consciente et inconsciente en même temps, c'était vraiment bizarre comme période. Et donc je me souviens, après je parlais avec mon frère et c'était un peu tabou ce sujet parce que bien sûr je m'étais fait interner, lui je pense qu'il devait se dire que c'était un peu de sa faute parce qu'il m'avait fait lire les lettres qu'il avait écrites, donc ça c'était en 2003. Et d'ailleurs, mon frère s'est suicidé en 2016. Donc 13 ans plus tard, il se suicidait. Et en 2003, il avait déjà écrit ses lettres de suicide, qui étaient écrites une pour mon père, une pour ma mère, une pour moi. Donc c'était déjà bien planifié. Et en fait, du coup, c'était un peu tabou de reparler de notre mal-être, en fait. Parce qu'avant que je me fasse interner en psychiatrie, on faisait que parler de ça, en fait. On était toujours en train de parler de ça en boucle. Et comme j'ai fait ce burn-out total et que je me suis fait interner, du coup, après, je pense que mon frère, il avait peur de parler de ça, en fait. Donc, du coup, il était assez froid sur le sujet et il voulait plus qu'on en parle. Et il me répondait toujours, j'arrête de penser. J'ai qu'une solution, j'ai arrêté de penser. Je veux plus penser, j'ai arrêté de penser. Donc, je me souviens de ça parce que c'est ce que je veux vous dire, c'est que du coup, quand il m'a dit ça, finalement, il était déjà dans l'observation même s'en rendre compte. Il n'avait pas lu Eckhart Tolle, le livre Le pouvoir du moment présent et tout ça, mais il s'était rendu compte que le fait de penser trop, ça faisait vriller en fait. Surtout si on pense à des trucs glauques comme nous pensions et machiavéliques et à porter la faute sur tout le monde. Et à voir que un destin tragique en fait, à ne pas imaginer le bonheur dans tout ça. Donc forcément, on ne pensait pas à des trucs qui étaient positifs. Donc du coup, on avait un surdosage de pensées négatives. Et du coup, lui, il s'était rendu compte de ça. Il m'avait dit ça. Je ne veux plus penser. Donc ça veut dire que s'il s'était rendu compte de ça, ça veut dire qu'il s'était rendu compte qu'il pensait trop en fait. Moi, je me souviens, je ne m'étais pas fait cette réflexion-là de me dire il faut que j'arrête de penser en fait. Ça ne m'était pas venu à l'idée. Et je me souviens quand il m'avait dit ça, je m'étais dit ouais c'est vrai, il faut qu'on arrête de penser en fait, c'est clair. Et là du coup le fait qu'il me le dise, je me souviens, je m'étais dit c'est clair, on est tout le temps comme ça à ruminer quoi. Mais bon après entre l'observer et le faire, c'est-à-dire que là on était dans l'observation mais on n'avait pas encore, parce que maintenant je les ai, les clés, les outils on va dire, pour les techniques pour justement faire que ce mental s'apaise et que ce soit plus comme ça en réminiscence perpétuelle comme ça tout le temps en boucle et surtout de pensées négatives. Donc en fait la neuroscience
elle explique qu'on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes et la plupart d'entre elles sont négatives. Donc c'est quand même énorme. Donc du coup, à l'époque, je n'avais pas la manière de faire que j'arrête de penser. Bon, j'avais déjà le cannabis et en effet, le cannabis, bon, ça me baissait bien la fréquence de mon taux de pensée, on va dire. Disons que je pense autant, je pense pas que j'arrêtais de penser, mais je pensais, c'était plus, comment le dire, c'était plus, j'ai pas de mots pour ça, c'était plus supportable, voilà, c'était plus supportable, ça aidait, en fait les pensées étaient dissimulées dans cette vapeur de THC, de cannabis, et donc du coup ça faisait passer la folie plus facilement, puis voilà, voilà, ça a aidé, on va dire. Ça a aidé, mais jusqu'à un certain point, parce qu'après, quand on devient parano, qu'on peut plus sortir, qu'on voit que tout le monde nous regarde et tout, là c'est pareil, ça se réactive et dans ce moment-là, ça provoque la schizophrénie. Mais de toute façon, lorsque avec mon frère, nous sommes partis dans ce machiavélisme de pensée, on fumait quand même pas mal de cannabis. Donc en fait, il faut quand même le préciser que le cannabis, si vous n'êtes pas bien dans votre tête et que du coup, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que je ne sais pas encore le titre que j'avais lui donné. Je ne savais même pas de quoi j'allais... Ah si, je savais quand même que j'allais parler de ça, des pensées positives. Ah bah ça, donc ça sera le titre. Mais donc du coup, si vous regardez les pensées positives, ça veut dire que vous devez certainement penser négativement. En fait, c'est le paradoxe du truc. On regarde quelque chose qui est bien sûr ce qui nous soigne. Donc si ça nous soigne, ça veut dire qu'on est dans des pensées négatives. Et si en plus vous fumez du cannabis, bah, franchement, ça n'arrange rien. Vous croyez que ça vous fait du bien. Et oui, inconsciemment, comme ça, c'est vrai que ça apaise un peu, mais ça amplifie En fait, le cannabis, il amplifie tout, quoi. Il amplifie le bon comme le mauvais. Donc, si vous avez cette tendance à penser, à ruminer, ça vous l'amplifie, mais sauf que ça vous le met dans ce brouillard, comme je vous disais. Donc, du coup, vous ne vous en rendez pas autant compte. Mais ça vous développe encore plus ce côté schizophrénique en fait. Et je connais beaucoup de gens qui sont devenus schizophrènes au point, c'est-à-dire qu'ils l'étaient déjà en fait. On l'est tous schizophrènes. Et Carteret, dans le livre du monde présent, il le dit d'ailleurs dans les premières pages que la société, le monde entier, tout le monde, nous sommes tous schizophrènes. Et le truc c'est que jusqu'à ce qu'on ne se rende pas compte de ça, on ne peut pas se soigner en fait. Donc c'est pas le truc d'être schizophrène. Le truc c'est que si vous fumez trop de joints, de cannabis, et à un moment, cette schizophrénie prend le dessus et je ne pense pas qu'elle soit irréversible, mais vous pouvez entrer dans ce terrain de jeu glissant à faire des crises de schizophrénie à répétition et que du coup on vous diagnostique comme étant schizophrène et si vous y croyez, ben là vous êtes fini en fait. À partir du moment où vous croyez un diagnostic de schizophrénie, de bipolarité, de troubles anxieux, d'autisme, Asperger, de HPE, HPI, TDAH, de ce qu'on vous trouble de déficit de l'attention avec hyper ou sans activité, même d'anorexie, parce que j'ai vu que l'anorexie c'est aussi une comorbidité de l'autisme Asperger. Si je crois en mon propre autodiagnostic, parce que je n'ai pas encore été diagnostiquée et je ne vais pas le faire, de diagnostic officiel, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt puisque je n'ai pas l'intention de rester comme je le suis en fait. Donc, quel serait le but d'aller me mettre une étiquette en diagnostic qui n'est que passager en fait. Et d'ailleurs, j'ai écouté plusieurs spécialistes qui disent que selon l'environnement et la situation familiale, sociétaire, etc., du travail, etc., les aspects des traits de personnalité de l'autisme fluctuent. C'est-à-dire que c'est pas linéaire comme ça. C'est-à-dire que selon
selon votre vie, en fait, selon la réalité de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un mari qui est pervers narcissique, forcément qu'il amplifie votre syndrome d'imposteur à ne pas avoir confiance en vous, donc il vous intériorise il fait que vous allez vous intérioriser, que vous n'allez, ça peut même faire que vous rentrez en crise mutique, ou alors vous vous défendez et vous devenez rebelle et vous hurlez et vous faites des crises à répétition et vous hurlez, cassez des choses et ça prend des proportions avec le pervers narcissique à la limite de vous battre et de vous tuer l'un envers l'autre. Donc ce que je veux dire, c'est que selon la réalité dans laquelle vous vivez, parce que si vous avez un mari qui vous respecte beaucoup et que votre travail, les gens sont gentils et qu'ils vous respectent, vous n'allez pas du tout avoir vos boutons d'émotion, de crise, de mutisme et tout ça ne vont pas être les mêmes enclenchements, aux mêmes enclenchements et à la même, comment on va dire, à la même fréquence et à la même la fréquence et l'ampleur. Ça va pas être la même chose si vous avez un bon environnement que si vous avez un environnement toxique. Et donc, là, on en arrive à l'épigénétique qui dit que selon l'environnement, on change les gènes, en fait. La fausse croyance de la science actuelle qui fait croire que les gènes constituent notre personnalité. Et c'est faux. En changeant notre environnement, nous changeons nos gènes et nous changeons notre personnalité. Donc, c'est en rapport avec le fait que certains spécialistes remarquent que les traits de l'autisme évoluent au cours de la vie, notamment depuis la petite enfance vers l'âge adulte. On a tendance souvent à s'apaiser quand on va passer les 25 ans, surtout si vous allez faire des enfants. Vous allez toujours certainement avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, mais vous ferez beaucoup moins de crises que lorsque vous aviez 8 ans ou 15 ans ou 25 ou 30, sans même pratiquer la méditation ni même le yoga et sans même... on parle de personnes saines plus ou moins qui ne boivent pas et qui ne se droguent pas. Le temps s'agit, c'est connu, ça s'agit tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on répète nos erreurs, on les répète, puis à un moment on comprend qu'on a des problèmes, la police peut venir ou on fait peur aux gens, on comprend que notre énervement et nos crises ne valent pas la peine, en fait, on prend conscience. Voilà. Donc cette prise de conscience, elle n'est pas forcément liée à la pratique de la pleine conscience. Mais du coup, pour les gens qui veulent accélérer un bien-être et se débarrasser un petit peu, parce que le tout d'avoir une prise de conscience, c'est se dire je peux pas péter des câbles à la moindre occasion, casser des chaises, casser des tables et insulter, parce que généralement quand on est en crise comme ça, on dit des gros mots, on a un peu ce Gilles de la Tourette là qui ressort. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était comme ça. On comprend qu'on doit pas qu'on doit faire attention, en fait, qu'on est en société, quand on met notre vie en problème, en fait, quand on se comporte comme ça. Donc, en fait, on prend conscience, mais enfin, moi, pour ma part, si je n'avais pas médité et opéré toutes ces techniques-là qui sont données, donc notamment les phrases affirmatives, et je vais vous donner, pour que vous ayez un exemple, mais de toute façon, vous écoutez Louise Bourbeau, Louise I, le docteur Wayne Dyer, c'est dans la description, leur nom et leur vidéo. C'est-à-dire que vous allez chercher dans leur chaîne et vous allez trouver plein de vidéos avec des exemples pendant 1 heure. Ils vous donnent que des phrases affirmatives. Donc j'écoutais ça plusieurs fois et à un moment, je me suis créé les miennes, mais c'est les miennes avec mes propres mots, dans le placement des mots et tout ça, mais c'est exactement ce que eux disent en fait. J'ai rien inventé, c'est ça que je vais vous dire. Et vraiment,
le truc aussi de sourire le matin et de dire merci, bah, c'est clair, ça a participé à que, bah, au lieu d'être bipolaire à 100%, on va même dire, j'étais bipolaire à 150%, je sais pas comment on peut le dire, mais j'avais envie de me suicider vraiment tout le temps, c'était terrible, et de me lever et de dire je vais me suicider tous les matins. C'était quand même plus récurrent, fréquent les crises dépressives que les crises maniaques. Les crises maniaques, j'en ai eu, mais j'étais souvent beaucoup plus en dépression que en phase maniaque en fait. La phase maniaque, oui, j'avais une phase maniaque au moins une fois par an, mais je redescendais vite en fait, surtout que je m'étais déjà fait interner, donc je comprenais que j'étais en train de partir, je pouvais observer que hop, j'avais un comportement qui, ça y est, je sortais de la dépression. Et bah, du coup, je la vivais, la phase maniaque, mais bah, je sais pas comment le dire, pour ne pas retourner en internement, je me rendais compte que si je refaisais les mêmes choses que j'avais déjà faites, de faire n'importe quoi en fait, parce que quand on est en crise maniaque, on fait vraiment n'importe quoi, et on met la vie des autres en danger, donc je savais que si je refaisais ça, j'allais encore me refaire interner. Donc bah, j'essayais de ne pas faire n'importe quoi, donc du coup le fait d'essayer de ne pas faire n'importe quoi, bah, ça faisait revenir beaucoup plus facilement et rapidement la phase dépressive, et j'étais quand même à l'année, sur 365 jours, je pense que je peux dire que j'étais bien 300 jours en dépression, hein. C'était 300 jours en dépression, mais avec des moments où bien sûr quand je rencontrais quelqu'un par exemple et que j'ai tombé amoureuse de quelqu'un qui n'était pas forcément pervers narcissique, ou tout au moins qui ne se révélait pas comme étant pervers narcissique au premier mois de relation, bah bien sûr ça donne les mêmes libérations de substances que la phase maniaque, on est heureux, et donc du coup, bon, je voyageais beaucoup, et c'est ce que je disais déjà, j'avais cette latence de dépression, mais il y a des fois, selon le contexte de ma vie, si j'étais en voyage dans les Caraïbes, la dépression, en fait, elle était peut-être là, mais elle ne ressortait pas aussi facilement que lorsque je me retrouvais en France l'hiver, sans travail, au chômage, et que je revenais par exemple des Caraïbes. Alors là, c'était sûr que boum, j'avais une descente, mais du coup, bah, dans les Caraïbes, je prenais quand même encore des substances toxiques en fait, alcool et cocaïne, pas tout le temps, mais régulièrement, quand même, au moins une fois par semaine, soit de l'alcool, soit de la cocaïne. Donc j'avais besoin de substances échappatoires. Ça veut dire que je n'étais pas heureuse. Donc après, je n'étais pas heureuse, mais comme j'étais dans les Caraïbes, j'avais un scooter, enfin c'était les Caraïbes quoi, donc du coup, bon bah voilà, on n'est pas heureux, mais bon, on a la mer turquoise tout autour de nous. J'étais à Saint-Martin, là-bas dans les Caraïbes. Donc bon, je commençais la musique aussi, alors bon, ça faisait que ça aidait quand même pour ne pas être tout le temps en phase dépressive, le pire de pire. Mais le truc, c'est que je ne suis pas restée toujours dans les Caraïbes, et bien entendu, à chaque fois, il y avait toujours, c'était vraiment ça, up and down, et les voyages aidaient à que ce ne soit pas toujours en bas. Mais dès que j'ai arrêté de voyager, ça c'est clair que le bas revenait, donc on ne peut pas être dépendant des voyages non plus. À un moment, il faut qu'on se soigne et qu'on ne soit pas dépendant de que l'environnement nous rende heureux. Bon, c'est quand même important d'avoir un environnement, comment on va dire, un environnement qui est en rapport avec notre personnalité. Comme moi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de gens ouverts d'esprit, tout ça. Donc c'est sûr que si je me retrouve dans une petite campagne, ça dépend où. En France, il y a des endroits où les gens ne sont pas ouverts, et d'autres endroits où ils sont plus ouverts. Bon, bah, c'est clair que si je vais vivre là où les gens ne sont pas ouverts, forcément, en plus je suis sensible, donc je vais sentir l'énergie que les gens, en fait finalement je ne suis pas bien accueillie dans l'endroit où ils sont. Donc bon, donc voilà, il faut vivre là où on est en adéquation avec ce qu'on a besoin, nos besoins. Si on a besoin de soleil, il faut vivre dans le sud de la France, il ne faut pas vivre dans le nord. Si on aime le vent et la pluie, il faut vivre en Bretagne. Si on aime la mer, il faut vivre à la mer. C'est simple en fait. Si on n'aime pas la ville, il faut vivre à la campagne ou dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement simple,
Mais il y a tellement de gens qui ne le respectent pas, en fait, ça, ces besoins primaires de qu'est-ce qui me rend mieux, en fait. Donc après, c'est pas ce qui me rend mieux veut dire que ça y est, je suis au top du top, mais je peux vous garantir que si vous changez votre environnement qui vous est toxique, par exemple celui qui vit dans la ville et qui n'aime pas la ville, s'il reste à vivre dans la ville, il ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Donc après, s'il quitte ça et qu'il part là où il se sent mieux, dans la nature, mais vous pouvez être sûr que s'il était heureux à 20% dans la ville, il va se retrouver à 40 ou 50% beaucoup plus heureux dans la nature. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera heureux à 100%, mais ça va participer à augmenter son facteur bonheur, ça c'est clair et net. Je veux dire, c'est tellement logique, mais le truc c'est qu'il faut le faire. Donc si vous êtes dans la ville et que vous avez des enfants et que vous avez acheté votre maison, que vous êtes encore en train de payer votre crédit et que vous avez un CDI, que vous êtes bien payé à votre CDI et tout ça, et que du coup vous avez toutes ces prisons autour de vous qui font que vous vous sentez prisonnier de l'endroit, une prison dorée quoi, parce que finalement vous avez tout, mais il vous manque l'essentiel, la réponse à vos besoins. Et vos besoins ne sont pas dans votre maison, ni dans votre travail, ni dans tout cet extérieur matériel qui ne satisfont pas d'ailleurs à ce dont vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans la nature. Donc si vous ne le faites pas, ce pas de lâcher ce qui ne vous va pas et aller là où vous vous sentez mieux, ça ne peut pas participer au bonheur. Voilà, donc là je vais vous dire donc en gros les phrases que, donc comme je vous disais, je ne les ai pas créées moi, j'ai juste fait les phrases, excusez-moi j'ai quelque chose dans l'œil, j'ai juste fait les phrases en fonction de moi comme pour que je les retienne, donc je n'ai pas commencé avec toutes les phrases, donc je vais vous les dire. J'ai commencé une par une. Donc je me souviens que ça remonte maintenant, je vous dis, ça fait depuis 2016 que je pratique ça. Et on est en 2022, donc ça fait quand même 6 ans. Donc j'ai commencé, alors moi à ce moment-là, quand j'ai commencé ça, je voulais ne plus être bipolaire. Parce que c'était l'horreur avec ce truc de suicide là, et j'avais vraiment peur de me suicider. Donc je me rendais compte que ce serait un drame quand même que je le fasse et que la vie, parce que comme justement je vous disais les voyages tout ça, on se rendait compte, enfin je me rendais compte quoi que la vie valait le coup d'être vécue, mais il fallait que je me retire ce truc de ces phases dépressives que j'avais et de ces envies d'addiction de cocaïne, de tous ces trucs là qui faisaient que ça me faisait tenir même dans les Caraïbes quoi, c'est fou quoi, d'avoir besoin de prendre de la cocaïne et de l'alcool quand on est dans les Caraïbes. C'est incroyable, on a tout, mais non, ça ne va pas. Donc du coup, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé avec je remercie, parce que du coup, là, j'avais écouté Wayne Dyer qui dit de dire merci, merci, merci et de sourire. Donc je le faisais, je me levais le matin, c'est-à-dire que quand mon alarme sonnait, ça n'a pas été facile tout de suite de le faire, c'est-à-dire que c'est pas tout de suite, mais je me souviens, je me le suis intégré en me disant chaque matin quand tu te réveilles, tu dois sourire et dire merci. Donc le premier matin on le fait, le deuxième aussi, le troisième peut-être qu'on va oublier, le quatrième on se dit ah mince j'ai oublié de sourire hier et de dire merci, et puis on va oublier, on y pense, on y pense, on oublie, on y pense, et puis à un moment on le fait tous les jours, ça y est c'est intégré dans notre routine en fait, il faut juste se mettre dans le... comme on dit, dans l'action et dans la répétition. Mais jusqu'à ce qu'on ne le répète pas un certain nombre de fois. Donc les neurosciences parlent de 21 jours pour que ça reprogramme une nouvelle habitude pour le cerveau. Après, il y en a qui contredisent dans la neuroscience, donc c'est pas trop clair. Moi, je pense que c'est plus que 21 jours qu'il faut pour qu'une habitude, elle soit vraiment... qu'elle devienne vraiment quelque chose de fondé en nous et qu'on le fasse comme un automatisme, en fait. Pour ma part, il m'a fallu plus de 21 jours, je pense, il m'a fallu plus de 21 jours à toujours répéter merci la vie là, et sourire, je sais pas combien, peut-être 2 mois, 1 mois, enfin je sais pas, mais je pense que 21 jours, ce n'était pas suffisant pour ma part pour que ça devienne un automatisme, je crois, je ne sais pas, j'ai pas compté le nombre de jours. Mais enfin, ce n'est pas grave tout ça. Ce qui est important, c'est de se dire, bon, à partir du moment, je dois me mettre une nouvelle habitude de vie. Et bon, apparemment, si c'est Wayne Dyer, il le dit, et je ne vais pas dire que si Anoki le dit, Anoki c'est moi, pour ceux qui regardent, ça veut dire que c'est vrai, c'est pas ça que je veux vous dire, mais en gros, vous faites ce que vous voulez. La vie, c'est faite de croyances.
Moi, je vous dis ce que j'ai fait, que le Dr. Wayne Dyer disait qu'il fallait faire pour en gros améliorer sa vie, et je vous dis que pour ma part ça marche. Après je vous dis pas de me croire moi, parce que moi je n'ai rien à dire à part répéter et appliquer ce que les autres disent, hein. Surtout croyez pas que c'est moi qui dis que ces trucs là, hein. Voilà, donc du coup j'ai commencé avec cette phrase là de dire je remercie la terre. Donc alors mes affirmations au début c'était, j'ai petit à petit construit de plus en plus. Au début je disais je remercie la terre, la mer, je remercie l'univers, la vie, je devais dire ça je pense au début, je remercie, parce qu'on ne se souvient pas sinon, donc il faut quelque chose qu'on se souvienne. Je les faisais courtes et que je m'en souvienne, donc je remercie la vie, je crois que je disais ça, pour la santé physique et mentale que j'ai eu la chance de recevoir lors de ma naissance en corps physique sur cette terre. Lors de ma naissance en corps physique lors de ma naissance en corps physique sur cette terre. Après j'ai rajouté, je remercie, parce que je me disais, je remercie la vie, mais je vais remercier la terre aussi, la planète quoi. Et après j'ai dit, je vais remercier le Père, parce que finalement on parle de Dieu, on parle de Saint-Esprit, dans la Bible on parle de Jésus-Christ, tout ça. Donc là les derniers mots que j'ai ajoutés à cette phrase, ça a été Dieu et Jésus-Christ, parce que je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ je ne le citais pas en fait. Ça fait 6 ans que je fais ça. Et la phrase que je disais toujours depuis 6 ans, c'était « Je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit et les anges gardiens pour la santé physique et mentale, la paix et l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai eu la chance de recevoir lors de ma naissance en corps physique sur la terre, ainsi que la prospérité et le succès, la santé et le bonheur, le respect et la vérité. » Donc ça c'est ce que je disais depuis 6 ans. Et puis, à force d'écouter tout le temps des audios qui parlent toujours quand même de Jésus-Christ, de Dieu, Jésus-Christ, parce que finalement, dans ce chemin spirituel, qu'on parle du Bouddha, ou qu'on parle d'Allah, ou qu'on parle de Dieu, Jésus-Christ, c'est le même pour tous, par contre, hein, c'est ça qui est incroyable. Ils ont changé le nom des dieux, mais ils n'ont pas changé le nom du fils des dieux, quoi. C'est quand même bizarre, cette histoire. Donc, bon, de toute façon, moi, je ne vais pas trop chercher à comprendre si c'est vrai, si c'est pas vrai. Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, je ne pense pas que ce soit le problème, que Dieu ou pas existe, enfin c'est pas ça le problème, mais on ne peut pas savoir en fait. Donc ce qui est sûr, c'est quelque chose qu'on doit sentir. Et pour ma part, je ne croyais pas du tout en Dieu ou en autre, quel que soit un concept, enfin je veux dire, j'étais complètement hors de tout ça. Et ma vie s'est construite d'une manière que maintenant je n'ai aucun doute sur l'existence, on va dire, d'une énergie où je ne peux pas dire si c'est un être comme Dieu, si c'est un être, qu'est-ce que c'est que Dieu, comme ils le disent, le Père de Jésus, tout ça, genre Marie, la mère de Jésus, enfin, je ne peux pas croire quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne veux pas dire que Jésus-Christ n'a pas existé, mais tout au moins, l'univers c'est pareil, l'univers on parle de tout, du cosmos, de tout, mais on ne le voit pas, j'allais dire. Donc pourquoi dans mes phrases affirmatives j'irais citer l'univers, la terre, bon tout ça on le voit, mais l'univers on ne le voit pas, le cosmos, tout ça, donc on le voit mais avec des outils quoi. Je veux dire, là quand moi je suis dans ma chambre, oui d'accord, le ciel, les étoiles, mais je veux dire c'est pas quelque chose de vraiment perceptible. C'est un peu comme, c'est un monde, c'est pas que c'est invisible, mais je veux dire, c'est un peu une autre réalité, une autre dimension. Je vois pas pourquoi, dans cette croyance de qu'il y a quelque chose de plus grand, je ne citerai pas Jésus-Christ et Dieu en fait. J'avais un peu comme un rejet de ces deux concepts, Dieu et Jésus-Christ. Et puis je me suis dit, bon, on sait jamais, parce que si vraiment c'était ça l'histoire, hein, on sait pas en fait. Comme j'en sais rien, je sais pas c'est quoi le truc, le nom qu'il faut lui mettre. Du coup, je fais un package avec tout, et du coup j'ai rajouté là, sans honte, Dieu et Jésus-Christ, parce que j'écoute trop d'audio qui parlent très fréquemment de Jésus-Christ, qu'il faut remercier Jésus-Christ, qu'il est en nous, et que lorsqu'on le reconnaît en nous, il se manifeste dans notre vie et tout ça. Donc bon, moi comme je suis à fond dans ce chemin où je veux vraiment toucher le divin, je peux pas tout
tout croire dans ce chemin spirituel, enfin tout croire entre guillemets, laisser mon cœur croire en qu'il y a vraiment quelque chose de divin et éliminer Jésus-Christ et Dieu en fait. Alors par contre je cite pas Marie, je vais la rajouter parce que c'est pareil, Marie... on en parle quoi, mais bon, moi de toute façon les phrases je les ai commencées comme ça parce que je vous dis après c'est à chaque fois on rajoute des trucs, donc maintenant je dis je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit, Dieu et tous les dieux, parce que Dieu, on dit Dieu mais on dit aussi tous les dieux en mode hindou et en mode hindou il y a plus de 50 dieux je crois, enfin c'est donc du coup bon, donc le Père, le Saint-Esprit, Dieu et tous les dieux, Jésus-Christ et les anges gardiens. Et donc là, je vais même, en vous faisant le commentaire de cette vidéo, je vais aussi rajouter Marie, parce que je ne vois pas pourquoi je ne citerai pas Marie. Marie, elle a sa place dans l'histoire, je pense. Hein, donc, bon, de toute façon, le Père, le Saint-Esprit, quand je dis je remercie la terre, la mer, c'est pas la mer M-E-R, c'est la mer M-E-R-E, mais c'est aussi la mer M-E-R, c'est un jeu de mots, donc voilà. Donc pour la paix, l'harmonie, la santé, le bonheur, donc je remercie pour la paix, l'abondance, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit, Dieu, tous les dieux, les anges gardiens, pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance en corps physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. Donc voilà, cette phrase, comme je vous la dis là maintenant, je vous dis, pour en arriver à cette construction de phrase, ça a pris au moins 2 ans. Et pendant ces 2 années, ou ces 3 années peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté, hein, j'ai ajouté à chaque fois un truc. Comme je vous dis au début, j'ai juste commencé avec « Je remercie la vie pour la santé physique et mentale ». J'ai commencé avec ça. Et de « Je remercie la vie pour la santé physique et mentale », après je me disais, bon maintenant quand je l'avais bien intégrée et que je la répétais bien, donc quand est-ce qu'on répète cette phrase-là? On la répète dès qu'on peut, c'est simple, à n'importe quel moment, le plus possible, voilà. Il n'y a pas de... Vous faites comme vous voulez, mais il faut la répéter. Voilà, donc moi maintenant, j'en suis arrivée au point que c'est l'outil de substitution qui évite que mon esprit parte et divague à penser à tout n'importe quoi, parce que l'esprit, quand il pense au passé et au futur, anxiété future et remords du passé ou tristesse, souffrance, tout ce qu'on voudra bien. Le passé est lié à la souffrance, généralement, on se remémore que très peu de fois les bons souvenirs, on se remémore beaucoup plus facilement les mauvais souvenirs, et le futur est lié souvent à l'anxiété, ça peut être aussi... un rêve ou quelque chose, mais c'est souvent lié à quelque chose qu'on veut obtenir ou qu'on a peur de ne pas obtenir, donc du coup ça provoque de l'anxiété et du stress. Donc on n'est pas dans le moment présent. L'esprit qui est dans le moment présent, il ne pense pas, il est. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action du moment présent, vous êtes là, quoi. Vous ne pensez pas à ce que vous avez fait hier, ce que vous auriez dû dire, et ce que vous allez faire demain, et tout ça. Non, ça c'est futur, passé, c'est les pensées qui viennent comme ça. C'est l'esprit qui, en fait, il n'est pas assez occupé dans son action. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en train de nager, ou si vous êtes en train de courir, ou si vous êtes en train de jardiner ou de cuisiner, c'est pas une activité suffisamment cérébrale, j'aurais tendance à dire, pour éviter que votre esprit ait de l'espace à conquérir pour être actif en fait. Si vous lui laissez pas d'espace, il n'a pas sa place. Il est là, ok, mais il n'est pas actif. Vous êtes dans votre truc, si vous êtes en train de faire de la comptabilité et que vous devez rendre votre rapport de comptabilité dans l'heure qui suit et qu'il vous reste trois rapports à faire et qu'il vous avez qu'1 heure à aller, je peux vous garantir que vous n'allez pas laisser votre esprit divaguer parce que vous êtes à fond dans votre truc et que vous avez qu'1 heure. Vous n'avez qu'1 heure. Donc votre esprit n'aura pas le temps de placer des... Peut-être oui, comme ça, dans une heure, peut-être que 2 fois, vous allez penser à « Ah, il faut que vous alliez manger à telle heure et que demain, je ne sais pas quoi, mais ça sera... » Bref, et ça ne vous prendra pas tout comme ça et vous ne penserez pas à des trucs très négatifs et tout ça. Ça sera plutôt... Vous penserez à un truc de calendrier, un agenda, mais pas à des pensées négatives du passé ou de stress, tout ça, du futur. Donc voilà, donc j'ai cette phrase-là, je remercie la terre. Ça c'est les
les affirmations positives de gratitude. De gratitude. Donc après, vous avez une autre sorte d'affirmation positive parce que du coup, à force de répéter, ça devient tellement un automatisme que du coup, ça nourrit plus assez on va dire mon spectre cérébral, je ne sais pas comment le dire, et du coup, mon esprit, il a de la place pour percer carrément cette phrase-là, je remercie la terre de gratitude, je remercie la terre la mer, j'ai beau la répéter, comme je la répète comme un automatisme, je la connais tellement par cœur que mon esprit, il passe à travers et puis il va intégrer des pensées de tout n'importe quoi, aussi bien négatives, dramatiques que il faut que je cuisine ça, il faut que j'aille acheter ci, tout n'importe quoi. C'est pas assez fort, l'esprit là, il a de la place. Donc, j'ai créé d'autres phrases. Quand je dis j'ai créé, c'est pas j'ai créé, mais j'ai essayé de faire que j'ai d'autres phrases. Comme ça, quand celle-là, elle est trop automatique, je dis, tiens, là, je vais passer. Donc là, j'étais en mode gratitude. Là, je vais faire compassion. Donc, en mode compassion, c'est la compassion qu'on envoie pour le monde, pour que le monde aille mieux. Donc, puissions-nous, tous les êtres, vivre dans la paix, dans l'harmonie, la compassion, le pardon, l'abondance, la régénération, la magie. Puissions-nous, tous les êtres, opérer les changements individuels nécessaires afin de contribuer au changement collectif et global, afin de participer, de contribuer à une humanité meilleure, pour le bien-être des individus, le bonheur des individus et le bien-être de la planète. Puissions-nous tous pardonner toutes les personnes qui nous ont fait du mal, inconsciemment ou consciemment, qui ont contribué à notre malheur ou qui ont participé à notre malheur. Puissions-nous tous nous rendre compte que ces personnes ne font que répéter un schéma éducationnel erroné, éloigné du chemin de la lumière, de la conscience, de la bienveillance, de l'amour et du respect. Donc ça, c'est ce que je répète. Donc là, je vous le dis comme ça, mais forcément, à force de les répéter, ça devient... donc des fois, je change un petit peu les mots, mais l'idée, en gros, c'est comme ce que je viens de vous dire là, c'est comme ça que je le dis toujours. Plus ou moins, peut-être qu'il y a des fois un mot ou deux va changer, mais en gros, c'est ça. Puissions-nous tous... Parce que du coup, avant, moi, j'avais la haine des gouvernements, des politiciens et tout ça. Et là, avec ce chemin spirituel, j'ai même plus la haine de personne, en fait. J'envoie de la compassion à tout le monde. Alors, parce que c'est ça le but du chemin spirituel, c'est de trouver la paix intérieure. Et quand on est dans la paix intérieure, bon, on voit qu'il y a le chaos à l'extérieur, mais on n'est plus là, pointé du doigt. On comprend la raison pour laquelle il y a le chaos, en fait, parce que les gens sont inconscients et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils sont éloignés du chemin de la vérité, du bonheur, du partage, de la compassion, du pardon. Si M. Poutine il fait la guerre, c'est certainement parce qu'il doit avoir la haine de je sais pas quoi, je sais pas qui, et qu'il est en train de vivre dans un poison émotionnel et il n'est pas libre, il ne s'est pas libéré de ses émotions négatives. Donc du coup, à force de toujours répéter cela, j'ai même rajouté aussi ça, puissions-nous tous pardonner tous les dirigeants politiques pour leur incompétence, leur irresponsabilité face au changement, je ne sais plus comment je le dis, face au changement à appliquer afin de rétablir l'ordre sur Terre. Puissions-nous tous envoyer toute notre lumière et toute notre compassion à tous les dirigeants politiques afin que l'ordre sur Terre soit rétabli
et que nous puissions tous vivre dans la paix, dans l'harmonie, la compassion, le pardon, l'abondance, la régénération, la magie, la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. Puissions-nous tous... Bon, je crois que j'ai dit, je ne vais pas le répéter parce que sinon je tourne en boucle. Bon, moi, du coup, là je tourne en boucle avec vous, mais quand je suis toute seule, je tourne en boucle les trucs. Hein. C'est à répétition, je tourne en boucle. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. J'ai là, je fais les phrases que. Donc là, je vais vous dire le troisième type. Donc vous avez la gratitude, la compassion, c'est ce que je viens de vous dire, qui est du coup. Puissions-nous tous vivre dans la paix, dans l'amour, la compassion, le pardon, l'abondance, la régénération, la magie. Et en fait là j'ai inclus juste avant, en même temps avec le pardon bah, c'est puissions-nous tous pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, inconsciemment ou inconsciemment, qui ont participé à notre malheur et qui ont contribué à notre malheur, ou qui consciemment ou inconsciemment n'ont pas voulu notre bonheur, ce qui revient à la même chose. Puissions-nous tous pardonner les hommes politiques, les dirigeants pour leur irresponsabilité et leur manque d'efficacité, de compétences à faire que l'ordre sur Terre soit rétabli, maintenu, enfin voilà. Donc voilà, vous avez les 3 types de phrases affirmatives et après il y en a d'autres. Hein. Moi je me suis contentée pour le moment de ça parce que je vous dis, il faut les retenir, d'abord il faut les inventer. Et puis à chaque fois, on va rajouter des choses parce que je veux dire qu'on s'ennuie et notre esprit, du coup, si on s'ennuie, bah, il pense. Et s'il pense, bah, il nous occupe notre pouvoir du moment présent, tout simplement, notre faculté à pouvoir être ici et maintenant, sans penser demain et se lamenter du passé. Donc pour pas qu'il y ait de l'espace, bah, ça s'appelle la substitution. On substitue nos pensées négatives par des pensées de gratitude, des pensées de compassion et des pensées de pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres champs, d'autres optiques que ces 3 domaines-là pour créer des phrases affirmatives. Là, comme ça, je n'ai pas d'idée, mais oui, vous pouvez après servir en même, de toute façon, des phrases sur le respect. Mais les phrases sur le respect, bah, ça sera... des phrases de bienveillance. De toute façon, les phrases de bienveillance, en fait, on va dire que les phrases de compassion, bah, c'est les phrases de respect et les phrases de bienveillance. Vous employez le mot que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les phrases affirmatives qu'on crée pour soi, personnelles, égoïques, quoi, je veux dire à notre propre vie. Et après, il y a les phrases qu'on crée pour le reste de l'humanité et qui, de bienveillance, on envoie tout notre amour et de pardon pour... ce qui s'est passé. Ah oui, dans les phrases de pardon, je dis aussi, je pardonne, puissions-nous tous pardonner les pires atrocités qui ont été faites à la Terre entière depuis des décennies, que ce soit aux espèces vivantes, y compris les animaux et la planète, et à tous les humains, et les responsabilités des humains à avoir participé à autant de crimes et de guerre et tout le sang qui a coulé. Voilà, ça aussi, ça fait partie des phrases de pardon que j'inclus. Je pense que j'ai fait le tour, plus ou moins. Donc voilà, moi, pour ma part, j'ai 3, comme je vous disais, compassion, gratitude et pardon. Donc compassion, respect, bienveillance. On va dire que c'est un type de truc. Pardon, un autre truc, le pardon, c'est le pardon, hein, c'est un package, et la gratitude. La gratitude, c'est super important de pouvoir remercier la vie pour tout ce qu'on a en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est une chance incroyable. Tout quoi, en fait. Mais forcément, si on est en train de ruminer dans sa bipolarité et tout ça, donc en fait... on peut pas se rendre compte, donc vous pouvez vous dire ouais mais là elle dit ça, nan et ta et ti. Je peux vous garantir, je me suis forcée, hein. C'est-à-dire que c'est pas, je vous garantis quand vous êtes en mode bipolaire là et que vous voulez vous suicider, de dire je remercie la terre, la mer, l'univers, tous ces trucs là. Alors il y avait aussi, ah oui, donc il y a ça aussi dans les phrases, ah pardon j'ai encore oublié, donc j'ai une 4e truc de phrase, c'est on va dire, comment les appeler, les phrases affirmatives de synchronicité, on va dire, enfin je sais pas trop comment les appeler, donc je vais vous donner des exemples de ce que je dis.
Donc je dis, je sais que je suis au bon moment, au bon endroit, entouré des personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation et rencontre. Donc ça c'est une première que j'ai dit. Donc toutes les phrases que je vais vous dire maintenant, elles vont ensemble en fait. C'est-à-dire que je les répète ensemble, ou alors je répète le lot que je vous ai dit d'avant, ou l'autre lot, compassion. Donc là il y a 4 lots, compassion, pardon, gratitude et ce lot-là là, que je vais vous dire. Donc j'ai confiance en la vie, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, entouré les personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation ou rencontre. J'exploite à 100% mes capacités extrasensorielles, télépathie, intuition, clairvoyance, régénération, magie, clairaudience, clairvoyance, pleine conscience. J'ai la maîtrise, donc troisième phrase, j'ai la maîtrise de mon mental, de mes émotions, mes doutes, mes peurs, grâce à la méditation, à la respiration, au yoga, au sport et à la pleine conscience. J'ai conscience, quatrième, j'ai conscience du... Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne un exemple pour que vous voyez que y a de quoi faire, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Parce que là, vous avez l'impression que c'est facile, mais je vous garantis que ça m'a pris des années pour les construire, m'en rappeler et les répéter en boucle et pouvoir dire j'ai ce lot-là, ce lot-là, ce lot-là, ce lot-là. Vous voyez, pour que du coup, j'ai toujours un truc actif pour mon esprit, que dès que je vois que l'esprit part trop, hop, je passe à un autre lot. Allez, je me dis, ah bah là, tiens, je vais faire ce lot-là et ce lot-là. Et du coup, mon esprit, il a moins de place pour venir me titiller avec ces cochonneries. Et donc, j'ai conscience du pouvoir de mon subconscient et de que mes pensées sont créatrices de ma réalité. Je crée donc ma réalité. Je sais qui je suis, je sais qui je veux devenir. Alors je sais qui je suis, je sais qui je veux devenir. Je sais qui je suis, je sais pas vraiment qui je suis, mais tout au moins ce qui est sûr, c'est que je sais que je ne veux pas être ni bipolaire, ni dépressive, ni suicidaire, ni addictive à toutes les drogues et tout ce qu'on voudra bien, ni borderline, ni schizophrène. Donc en sachant déjà que je ne veux pas être et tout ça, je sais plus ou moins qui je suis et en l'affirmant, je sais qui je suis et je sais qui je veux devenir. Dans ma tête, moi, je pense pas, je suis bipolaire, schizophrène, trouble de déficit de l'attention, autiste, HPE, tout ça, je pense pas à ça. Je pense au positif de ce que je veux construire. Vous comprenez, c'est le but de ces phrases affirmatives, de construire une réalité qu'on n'a pas encore en fait. Et par le fait de le penser, c'est la neuroscience qui explique que nous sommes ce que nous pensons. Par le fait de répéter toujours ces phrases affirmatives, on devient ce qu'on pense en fait. Donc si vous répétez tout le temps comme ça, je vous garantis que ça marche quoi. Il faut le faire, c'est tout. Si vous le faites pas, ça va pas marcher. Donc si vous le faites, vous allez voir que ça va marcher. Donc c'est Ryoti, le pianiste, qui lui, il est né dans une secte. Et en fait, pour moi, ma part, quand je le regarde, il a tous les comportements de l'autisme. Mais lui, il n'en parle pas du tout qu'il est autiste. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça ce qui est incroyable, c'est que dans les autistes que nous nous retrouvons en tant qu'autistes, c'est parce que généralement on a des vies chaotiques et on fait des investigations et on se diagnostique autiste, mais il y en a plein qui ont des vies chaotiques aussi et qui ne vont pas se diagnostiquer, on ne va pas leur dire, ils ne vont pas le trouver, puis finalement leur vie, elle va reprendre un chemin plus ou moins normal et puis voilà, ils s'identifieront même jamais à l'autisme. Mais peut-être que si un jour on leur dit, ah bah tiens, je suis autiste et j'ai l'impression que toi aussi, et que la personne ne fait pas un rejet du truc et qu'elle cherche à savoir c'est quoi l'autisme, et bien entendu, elle se reconnaîtra dans l'autisme. Ce pianiste Ryoti, c'est clair et net que si on lui liste les traits de l'autisme, il va se reconnaître dedans, ça c'est clair et net dans l'autisme Asperger. Et d'où aussi le fait, parce que lui il est né quand il avait 2 ans, sa maman a déménagé dans une secte. C'était des maisons apparemment qui étaient dirigées par une femme gourou complètement folle. Et donc, est-ce qu'il est né autiste? Toujours la même question, parce que ça serait intéressant de lui de savoir s'il se reconnaît dans l'autisme Asperger. Et donc du coup, s'il se reconnaît, c'est que forcément il l'est, hein. Ça sert à rien d'aller se faire diagnostiquer officiellement. Je veux dire, quand on se reconnaît et que vraiment on a trop de traits similaires, c'est tout. Mais après, par contre, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il a développé l'autisme par rapport au fait qu'il soit né dans la secte, enfin qu'il y a 2 ans il était dans la secte et que du coup les comportements sectaires là, étaient complètement barbares, ça a développé chez lui des traits de personnalité autistique, ou est-ce qu'il était déjà comme ça avant les 2 ans et que ça n'a rien à voir avec la secte? Peut-être que s'il n'avait pas été dans la secte, il aurait été la même personne. En fait, forcément, le fait d'être dans la secte, ça amplifie d'autres traits de personnalité.
comme l'anxiété et tout ça, mais voilà. Donc, j'en étais arrivée à je sais qui je suis, je sais qui je veux devenir. Donc j'utilise mon pouvoir de la régénération, donc la cinquième, j'utilise mon pouvoir de la régénération, de la pleine conscience, de l'imagination, de la régénération, de l'intuition, enfin toutes les sensorialités extrasensorielles, toutes les capacités extrasensorielles. Pour m'ouvrir et m'éclairer le chemin, je dispose de la magie. Donc ça, vous y croyez pas. Pour ma part, j'ai envie de croire que la magie existe. Et donc, du coup, comme j'ai envie de croire que la magie existe, je le répète, parce que c'est clair que si je le répète pas, vu la société dans laquelle on vit, comment ça s'appelle, Harry Potter, c'est juste en mode télévision. Donc du coup, c'est pas quelque chose c'est pas une croyance généralisée. Donc du coup, si j'ai envie d'y croire, il faut que je me crée cette phrase-là, parce que sinon... je suis pas conditionnée pour croire que la magie existe, et oui, je veux croire que la magie existe. Donc, pour ma part, j'ai créé cette phrase-là, et en étant influencée par des trucs que j'ai écoutés, depuis voir que, oui, bien sûr, pour moi, en fait, c'est quoi la magie? C'est le pouvoir de la transformation. Voilà, mais je l'appelle magie parce que je trouve que c'est joli comme mot, et c'est la magie blanche, en fait, c'est le pouvoir de la parole et le pouvoir de la transformation qu'on utilise à bon escient. Et c'est pas la transformation en mode démon, mais c'est la transformation en pleine lumière, en fait. Donc, oui, c'est de la magie. Quand on passe d'être un être obscur à démoniaque à un Bouddha, oui, c'est de la magie, hein, mais c'est de la magie qui se travaille. C'est-à-dire, c'est pas la magie du Saint-Esprit, mais voilà, c'est de la magie, on travaille et on transforme. Donc, pour m'ouvrir et éclairer le chemin, je dispose de la magie et de mes anges gardiens, desquels je reçois des signes et des messages, et avec qui je suis en communication. Alors là, les anges gardiens, c'est pas du tout un truc auquel je croyais avant, et de par l'expérience de ma vie, j'ai l'impression qu'ils existent et qu'ils me protègent. Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Pour ma part, je n'ai aucune honte à dire que oui, je crois qu'il y a des anges gardiens et que ces anges me protègent et qu'ils nous protègent tous d'ailleurs. Je ne suis pas la seule à être protégée dans l'histoire. C'est juste que quand on est trop dans l'obscurité, il y a un moment où on ne se rend même pas compte qu'on est protégé, et aussi il y a un moment, je pense qu'il lâche l'affaire aussi. Hein. Donc ça a été le truc du point de départ aussi, de me dire qu'il fallait que je change ma vie, parce que je me suis rendu compte que si je continuais, les anges gardiens là qui me sauvaient la vie de toutes les fois où j'aurais dû mourir, je me disais ça, il y a un moment ils vont me lâcher quoi, et je vais vraiment mourir. Donc je me suis dit ça, et je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. En tout cas, voilà, donc je dispose de la magie pour m'ouvrir le chemin et des anges gardiens, desquels je reçois des signes et des messages, et avec qui je suis en communication. 7, qu'est-ce que je dis encore? J'ai dit que tout est parfait. 8, j'ai tout ce dont j'ai besoin. 9, je répète, je suis douce, aimante, généreuse, respectueuse, bienveillante, compative, à l'écoute, attentionnée, et je domine mon ego. Dans le sens où je domine mon ego, vous comprenez que c'est pas mon ego qui... Enfin, j'essaie que mon ego ne me domine pas, et j'essaie d'être une personne bien, en fait, donc je vais être compative, à l'écoute, ce que je viens de vous dire, je suis compatissante, à l'écoute, généreuse, respectueuse, bienveillante, à l'écoute, et je domine mon ego. 10, qu'est-ce que je dis encore? Je sais que la vie me guide, je suis en paix, et je crois que j'ai fait le tour. Attendez... ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà. À ça, il y a peu, donc ça fait 6 ans que je le pratique. À ça, il y a peu, j'ai ajouté l'audio. Donc ça, c'est Joe Dispenza, Wayne Dyer, tous les spécialistes de la neuroscience. Ils en parlent tous, que pour reprogrammer Greg Braden, Bruce Lipton, tout ce package de spécialistes spécialisés sur l'étude du cerveau, parlent tous que pour reprogrammer une personnalité et devenir quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui marche vraiment bien, c'est de mettre des écouteurs. Donc je ne le fais pas en mode écouteur, je mets juste mon téléphone pas loin de moi, il est en mode avion,
parce que de laisser le truc ouvert, ça c'est pas bon pour dormir avec ça, il y a des fréquences. Mais je l'ai enregistré du fait que j'ai pas besoin d'internet, on va dire, pour répéter en boucle pendant 45 minutes. Donc je m'endors bien avant les 45 minutes, bien entendu, mais l'inconscient capte ce que dit le téléphone ou les écouteurs. Je pense que les écouteurs sont encore plus profonds, ça rentre vraiment dans la tête, mais le téléphone, je le mets bien fort et à côté de moi, donc je pense que ça revient à peu près au même. Et du coup, j'ai créé ces audios, cet audio qui est Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans les phrases aussi, là, je dis j'utilise mon pouvoir de la régénération, de la pleine conscience, tout ça. Il y a encore une autre phrase, c'est je suis, parce que j'étais une éponge, je captais vraiment les émotions des gens, et si quelqu'un s'énervait, je m'énervais avec la personne, donc ça c'était vraiment très embêtant, et donc j'ai ajouté cette phrase affirmative à fur et à mesure, hein, comme je vous dis, dans les 6 ans, j'en ai ajouté une autre, puis une autre, puis une autre. J'avais un premier lot, après j'avais le deuxième lot, donc premier lot, gratitude, deuxième lot, j'ai créé entre guillemets, compassion, après le pardon, et après ce synchronicité de vie, ou je ne sais pas trop comment on va l'appeler, ou gratitude aussi, hein, c'est un peu ça. Donc du coup je dis je suis mon propre cercle énergétique, je suis mon propre cercle de distance énergétique positive, je reste qui je suis et dans mon propre champ énergétique, quelle que soit la situation et la rencontre. Ça veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire je reste moi, dans ma paix, quelle que soit la personne qui va arriver ou la situation. C'est-à-dire que si demain, bien sûr, s'il y a une bombe qui explose à mes pieds, si je ne suis pas morte, je vais essayer de pas trop stresser, quoi. C'est ça que je veux, c'est un exemple, mais en gros, c'est quand même difficile de ne pas stresser dans des conditions comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on a tendance à vraiment stresser pour des situations, des événements, ou des personnes qui viennent nous stresser, quoi. En fait, on se fond dans l'énergie, alors que si vraiment vous travaillez ça, donc ça, je peux vous garantir que cette phrase-là, je suis mon propre champ énergétique, là, mon propre cercle de distance énergétique positive, je reste qui je suis dans mon propre champ énergétique, quelle que soit la situation de la rencontre, je peux vous garantir qu'à force de la répéter, cette phrase-là, et notamment la phrase « Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, entouré des personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation et rencontre », ces deux phrases-là, elles sont vraiment extrêmement puissantes, dans le sens où quand quelque chose arrive, à force de les répéter, quand la situation arrive, la personne qui vous stresse ou l'événement, en fait, vous l'avez tellement répété, la phrase là que je vous dis juste avant, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, etc., que lorsque vous êtes en situation, votre cerveau va répéter la phrase et du coup ça vous calme, en fait. Vous vous dites, non, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, entouré des personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation et rencontre. Donc du coup, le fait qu'il est en train de vous arriver, vous savez que c'est ce qui doit vous arriver, en fait. Donc ça vous aide beaucoup à relativiser sur la gravité de la chose, ou tout simplement que c'est ce qui doit vous arriver, en fait. Donc du coup, vous le prenez beaucoup plus sereinement que si vous n'aviez pas cette programmation automatique, et ça je l'ai vraiment remarqué, c'est incroyable. Avant ça ne me faisait pas ça, quand j'avais quelque chose qui venait dans ma vie, un événement, une situation ou une personne qui était stressante, j'avais pas cette phrase qui se déclenchait comme ça, et à force de la répéter depuis 6 ans maintenant, alors peut-être pas 6 ans, 4 ans, parce que cette phrase là elle est arrivée, je l'ai ajoutée après, quoi, c'était pas tout de suite au début, on va dire 4 ans que je la pratique, ou 5, j'en sais trop rien, enfin bref. Et maintenant, lorsqu'il y a une situation qui se présente comme ça, hop, elle se déclenche automatiquement. J'ai même pas besoin d'y penser moi, en fait. Elle vient hop, non, regarde, tu es dans la situation, c'est ce qui doit t'arriver. De toute façon, c'est là, tu es. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, entouré des personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation en rencontre. Cette phrase-là et la phrase que je vous ai dit aussi, l'autre qui est très utile aussi, que je suis mon propre champ énergétique. De la même manière, quand une personne ou un événement, elles sont un peu pareilles, hein, c'est un peu la même. Hein.
je suis mon propre champ de distance énergétique, cercle de distance énergétique où je sais que je suis au bon endroit au bon moment entre les personnes adéquates. C'est à peu près le même domaine d'idées, quoi. Et du coup, quand la situation arrive, ça vous aide à gérer le truc, en fait, tout simplement. Quand il y a eu le Covid, quand il y a eu plein de situations dans ma vie qui se sont passées que normalement j'aurais vrillé, quoi. J'aurais été très stressée et non, la phrase s'est déclenchée et tac, je me suis dit, ah oui, tiens, bon, voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour et du coup là, comme je vous disais, à tout cela, bah, maintenant j'ajoute les audios. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai juste enregistré simplement avec comment on appelle ça, un recorder, quoi, je sais pas le nom en français, un enregistreur du téléphone là tout simplement, et j'ai dit bah tiens, je vais dire ces phrases là, les phrases qui sont vraiment les plus difficiles pour moi par rapport au conditionnement sociétaire et à l'éducation que j'ai reçue, par exemple la magie ou les choses comme ça, à vraiment y croire, et que je veux vraiment moi faire ma vie basée là-dessus, et je veux vraiment que ça rentre dans mon inconscient, puisque les neurosciences le disent qu'il faut le faire. Je me suis dit bon bah là ça y est, je suis arrivée à un point à force de pratiquer tout, là ça y est, je suis arrivée à ce point-là de dire bon bah, parce que jusqu'à présent j'avais pas eu le temps, j'étais dans une autre pratique, quoi, en fait. Et là maintenant j'ai créé ces audios. Enfin, j'ai un audio, en fait, tout simplement. Et donc, dès que je sens que je vais dormir, bah, avant, je fais play et je programme à 45 minutes pour pas que le téléphone tourne toute la nuit. Et l'audio, et j'ai mis une petite musique derrière de méditation, comme ça, c'est vraiment agréable. Et une fois, j'ai rêvé. C'était vraiment incroyable. Je rêvais et en fait, dans le rêve, j'avais oublié de mettre le timer du téléphone pour couper le truc qui répète, en fait. Et donc du coup ça répétait et ça a répété toute la nuit. Et donc il y a un moment je rêvais, et comme le téléphone il est au maximum de son volume, bah il y a un moment ça c'est rentré dans le rêve, c'est incroyable. Et donc dans le rêve j'avais ma voix, parce que c'est moi qui parle dans l'audio, quoi. Je me le suis créé pour moi, donc du coup c'est moi qui le dis. C'est pas un audio que j'ai pris sur YouTube, en fait, parce que c'est mes phrases à moi que je veux mettre, et ça vous les trouvez pas sur YouTube exactement comme je veux les entendre. Donc du coup c'était ma voix qui s'intégrait dans le rêve, et ça m'a réveillée du rêve, mais du coup ça se mélangeait entre le rêve et la réalité, puisque la réalité, mon téléphone était juste à côté, et c'est venu dans le rêve, et donc dans le rêve ça s'intégrait dedans, et ça me faisait sortir de... Enfin c'était un truc de fou, j'ai vraiment vécu un rêve de fou avec le fait que le téléphone, l'audio du téléphone, comme je dis des belles phrases et tout ça, ça se mélange dans le rêve, et donc je vivais le rêve tout en ayant cette réalité vraiment là, et à un moment je me suis réveillée, j'étais là, waouh, le truc de ouf, quoi. Donc je l'ai vu, pour le moment ça me l'a fait qu'une fois, j'ai pas eu l'occasion faudrait peut-être que je programme le téléphone à 2 heures pour dire que, parce que peut-être qu'au bout de 45 minutes on rêve pas encore, parce que c'était vraiment super comme expérience d'avoir ce sentiment là que je suis en train de rêver, et que dans mon rêve j'entends le téléphone qui vient dans le rêve comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Bon, de toute façon, voilà. Ça faisait un petit bout de temps que je vous disais toujours les affirmations positives. Vous avez vu quand même que c'est 1h15. Bon, j'ai parlé quand même un peu, oui c'est sûr, avant, mais là ça fait 30-40 minutes que je vous fais que le truc des affirmations positives, hein. Donc vous voyez que en une vidéo, donc imaginez quand c'est vous qui les créez et que vous les pratiquez, parce que comme je vous dis, vous ne pourrez pas les créer, tout ça, le package de 4 là, les 4 lots que je vous ai dit, avec à raison de 4 lots, il y a à peu près 10 phrases par lot, hein. Je ne sais pas si vous avez compté, enfin je pense pas que vous ayez compté, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez revoir la vidéo, enfin vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois que ce soit compassion, gratitude, pardon ou synchronicité de vie, là, il y a à peu près 10 phrases par lot. Donc, et comme je vous disais, vous commencez avec un lot, et vous commencez avec une phrase, après vous ajoutez une autre phrase, après une autre phrase, jusqu'à ce que vous arriviez à 10 phrases dans un lot. Comme ça, vous le connaissez vraiment par cœur, et que vous voyez que votre esprit, il est plus assez...
qu'il a de l'espace de nouveau parce que c'est devenu tellement un mécanisme de les dire comme ça, vous les connaissez tellement par cœur, parce que quand vous ne les connaissez pas encore par cœur et que vous devez vous rappeler l'ordre, il y a un ordre plus ou moins, enfin moi je sais que généralement je vais toujours dans le même ordre, et du coup après je m'amuse à changer l'ordre pour voir si j'arrive bien à me rappeler toutes les phrases. Je vous dis, c'est une pratique, hein. Enfin, ça prend des heures à le faire, à pratiquer en fait. Et donc du coup, il y a un moment, quand vous avez passé tous les ordres, mettre la fin au début, mettre le milieu au début, à la fin, enfin voilà, et que vous voyez que là, vous êtes vraiment en mode automatisme mécanique, et que du coup, votre esprit là, il a de quoi penser à tout et n'importe quoi, là, il faut créer un autre lot. Et hop, on rajoute une phrase et une phrase et une phrase. Ça fait que comme ça, quand vous êtes dans cette pratique-là, ah oui, non, j'ai oublié cette phrase-là. Et du coup, pendant ce temps-là, votre esprit ne peut pas penser aux problèmes et à vos drames et à vos trucs d'anxiété du futur. Et quand ça, pareil, vous avez changé le lot 1 plus lot 2, tiens, je vais mettre ça à la fin, au début, et je vais passer, je dis d'abord le lot 2, après je dis le lot 1, d'abord là je vais faire compassion, et que ça c'est plus assez, il faut créer un lot 3, et après un lot 4, et quand généralement vous avez, enfin pour ma part, j'ai 4 lots à répéter, là, entre mettre ça à la fin, au début, au milieu, de chaque lot, après je peux par exemple me dire, tiens, je prends une phrase de compassion, une phrase de pardon, une phrase de gratitude et une phrase de synchronicité de vie, et je me fais tiens, là je vais répéter chaque première phrase que je dis normalement dans un ordre du premier, comme je les ai créées tout au début, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais dire, tiens, je prends la phrase 1 de ce lot-là, la phrase 1 de ce lot-là, la phrase 1, pour donner une activité focalisée sur des répétitions de jolies phrases positives et qui transforment votre vie, c'est clair et net, parce que comme je vous dis, à force de le répéter, vous pratiquez, quand vous êtes en situation, ça y est, c'est intégré, quoi. C'est-à-dire que vous stressez pas parce que vous avez l'habitude de répéter, je suis au bon endroit, au bon moment, sur les personnes adéquates, ou alors je remercie la terre, la mer. Du coup, à force de répéter, vous remerciez tout le temps, quoi. C'est une gratitude. À force d'envoyer votre lumière, puissions-nous tous vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la compassion, le pardon. Quand vous vous observez en train de juger, mais vous ne voulez pas juger, si vous passez vos heures à répéter la compassion, puissions-nous tous vivre dans la paix, dans l'amour, la compassion, le pardon, l'abondance, la régénération, la magie, la prospérité, le succès, la santé, le bonheur, le respect, la vérité, et vous vous observez en train de juger même une personne que vous pourriez dire, cette personne, elle est riche, égoïste, elle est sans compassion, quoi que ce soit. Mais oui, mais vous la voulez même heureuse, cette personne. En fait, tout le monde vous voulez tout le monde heureux, en fait. Donc vous vous observez en train de juger et vous vous dites, mais non, mais même cette personne-là, puisse-t-elle être dans la paix, dans l'amour, la compassion, le pardon, l'abondance. Bon, elle est déjà dans l'abondance, mais c'est plus l'abondance du cœur, en fait, la régénération, la magie, la prospérité, le succès, la santé, le bonheur. Parce que finalement, si cette personne elle a des milliards sur son compte en banque et qu'elle est égoïste et qu'elle n'a pas de valeur, de compassion, tout ça, et qu'elle est triste, en fait, elle a beau avoir l'abondance, mais elle n'a pas le succès. Le succès, c'est quoi finalement ? C'est pas le succès dans la société, c'est le succès pour soi-même. C'est quoi ce succès ? C'est la paix intérieure, se sentir bien en adéquation avec ce qu'on a construit dans notre vie et ce qui nous entoure et qui fait qu'on vibre de joie, quoi. Donc du coup, si cette personne a des millions, mais que vous voyez qu'elle vrille et qu'elle n'est pas heureuse, vous pouvez pas vous nourrir finalement de la souffrance de cette personne qui est milliardaire, en fait, finalement, parce que vous vous rendez compte que cette personne elle n'est pas heureuse. Donc en fait, finalement, à force de répéter tout le temps ça, vraiment, vous devenez quelqu'un de beaucoup mieux que avant ça, où moi je jugeais tout le temps, vraiment, mais même encore maintenant, je m'observe, je vois que je juge et tout ça, mais comme à force de pratiquer cela, je dis non, Anoki, non, c'est pas le chemin du bonheur, ne juge pas cette personne, en plus je la connais pas, juste par l'apparence qu'elle me donne, et en plus si je vais au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Amour et lumière. Point barre, le pire des prisonniers, le pire des pédophiles, le pire des schizophrènes, le pire des pervers narcissiques, le pire des milliardaires sans compassion, le pire de la race humaine, le pire de tout. Derrière cette apparence et ces actes d'atrocité de certaines personnes, leur cœur et leur amour, la lumière, c'est juste que...
forcément, là, comme on regardait là, oui, bien entendu, mais si on met nos yeux, et ça c'est le bouddhisme qui enseigne beaucoup, Thich Nhat Hanh dans ce livre-là de la métamorphose de l'esprit, dont j'avais déjà parlé, j'ai lu l'extrait l'autre fois, là, où il dit que, du coup, à force de pratiquer cela, on ne peut plus voir un prisonnier et dire « il mérite ce qu'il a, il faut qu'on lui mette la peine de mort, il doit mourir parce qu'il a tué lui, il a violé là, et tatata. » Non, on va se dire « mais en fait, cette personne, elle est comme ça parce qu'on a, pendant toute sa vie, arrosé beaucoup trop souvent les graines. Quelles graines on a fait sortir de cette personne, toutes les pires graines. On n'a pas arrosé ces graines de compassion, de bienveillance, de lumière, d'amour. On l'a trop écrasé et qu'il y a un moment, cette personne, elle devient un monstre. Et en fait, on arrive même à voir derrière le monstre l'amour et la lumière, quoi. C'est tellement merveilleux. Je vous garantis que le truc de juger, c'est du poison, quoi. La jalousie, j'avais ça aussi, même encore maintenant. Je l'ai encore, le truc de la jalousie, mais je n'en veux pas. Donc je l'observe, je le transforme en admiration, parce que si je suis jalouse, c'est que finalement, c'est quelque chose que j'admire, mais que peut-être j'aimerais et que je n'ai pas pour moi, et plutôt que d'en être jalouse, de l'envier, bah autant me dire bravo, quoi. Bravo pour cette personne, je ne l'ai pas, bon bah plutôt que il faut l'observer, de toute façon c'est un poison, vous le sentez quand vous êtes jaloux, c'est horrible, vous répondez dans votre corps des vibrations négatives, donc voilà. Il y a vraiment sincèrement cette transformation de devenir quelqu'un de plus conscient sur qui on peut devenir et arrêter de s'empoisonner avec tout ce conditionnement sociétaire qui fait qu'on est dans la compétition, qu'on est jaloux, qu'on envie et qu'on est toujours à s'auto-saboter, insatisfait de ce qu'on a, à la recherche dans le matérialisme qui pourrait remplir notre cœur meurtri et nos blessures d'antan et tout cet inconscient collectif. Bah, y a que ce chemin, hein. Pour moi personnellement, je crois que je sais pas, j'ai pas envie d'expérimenter le chemin de la guerre. Bah, sincèrement, j'ai expérimenté, je sais pas, quasiment toutes les expériences de vie. J'ai pas été réfugiée politique, ni j'ai pas fait la guerre, et j'ai pas été réfugiée ou immigrée. Mais toutes les expériences de vie personnelles, que ce soit dans tout ce qui est souffrance et tout, enfin j'ai quand même bien expérimenté tout, quoi. Donc bon, je sais pas, après vous faites comme vous voulez, mais pour ma part, c'est révolutionnaire le truc, hein, vraiment, on devient vraiment quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Alors après, je dis pas que je suis parfaite et que ça y est, je suis quelqu'un de bien définitivement. Non, je continue de juger, je continue d'avoir de la jalousie, je continue d'avoir des mauvaises pensées, mais quand je les observe, je les substitue toujours, et je sais que c'est cet esprit-là qui est là, cette voix, on ne sait pas comment l'appeler, l'esprit, la voix, qui est là, qui vient faire comme ça, et vous lui dites, mais vas-y, quoi, en mode wesh, gage des là. Et voilà, c'est vraiment, laisse-moi tranquille, quoi, laisse-moi tranquille, laisse-moi être un être de lumière. Mais pour ça, il faut travailler. Donc, autodiscipline et observation et substitution des pensées négatives. Et hop, je remplace par ces phrases, par exemple, que je vous ai dit que moi je fais. Et voilà, et du coup, à force, bah, du coup, l'esprit, même s'il vient juger, même s'il est jaloux, même si ceci, cela, bon, bah c'est un conditionnement, on continue, puis à un moment, ça va partir, quoi. Forcément, on est tellement programmé à être jaloux, à vouloir être le meilleur, tout ça, que l'ego, là, il en prend tout le temps, on est tellement écrasé de tous les côtés aussi, que c'est normal que, voilà, c'est vraiment pas facile à se libérer de tous ces trucs, mais à force de le faire, de travailler, bah, petit à petit, on se libère de plus en plus, puis je vais vous garantir, c'est des trucs qui nous font souffrir, hein. Franchement, quand on se libère de ce truc-là, de la jalousie, de l'envie, de jugement, oh là là, mais quand on se voit juger comme ça et qu'on se dit mais là je suis en train de juger quelqu'un, mais je la juge la personne, rappelle-toi Anoki, t'as fait la même chose il y a une semaine et t'as parlé à la personne et tout ce qu'elle t'a dit, tu t'es rendu compte que tu t'étais complètement planté du début à la fin, t'as pensé quelque chose qui était complètement éloigné de la vérité que tu croyais, la vérité dans ton jugement, comme ça, et ben voilà, à force de répéter comme ça, à aller, parce que du coup il faut couper la barrière parce que si vous êtes trop dans le jugement, vous ne pouvez pas aller parler à la personne, vous la jugez, vous n'allez pas lui parler, vous n'allez pas lui parler, mais du coup c'est ça qui est incroyable,
de faire cet exercice et là vous vous dites non, je vais parler à cette personne et là vous vous rendez compte que vous vous êtes complètement trompé quoi. Mais ça m'est arrivé mais je sais pas combien de fois, donc forcément à force que ça m'arrive, je me rends compte que je juge et que ce jugement c'est pas moi en fait, ce jugement c'est mon esprit qui pense là, puis qui est conditionné dans regarde la personne, l'apparence et ceci, cela, elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça, elle pense comme ça et ta. Et à force d'aller voir les personnes et de leur parler et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ce jugement que j'avais, il était complètement éloigné de ce que la personne après m'expliquait en fait. Donc c'est hyper important de se rendre compte qu'on se plante tout le temps sur des jugements qui sont erronés. Ça c'est pareil, c'est encore la notion du bouddhisme qui nous dit qu'on est dans des fausses perceptions et le tuyau d'arrosage qu'on prend pour un serpent et qui nous donne une peur panique et qui finalement n'était qu'un tuyau d'arrosage. Voilà, c'est le reflet de la société. C'est le reflet de la société, en fait. On croit tellement de choses qui sont fausses et derrière toutes ces fausses illusions, il n'y a qu'une chose vraie, quoi. C'est l'amour, quoi. Il n'y a rien d'autre, quoi. L'amour, la lumière, la compassion, le pardon, travailler sur être des êtres de lumière et transformer cette société et faire de cette société une société à la hauteur de la création de ce qu'on est, quoi. Des humains, des bons humains, quoi. Pas des humains conditionnés à préparer à faire la guerre, à humilier notre voisin, à le juger, à le pointer du doigt, quoi. Mais non, ton voisin, c'est ton frère, quoi, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est tout, quoi. Il sort peut-être pas de ton sang, c'est peut-être pas ta famille, mais c'est un humain autant ignorant que toi. En fait, on se croit toujours supérieur aux autres, je sais plus, mais non, on a tous été ignorants un jour, en fait, c'est ça qui est incroyable. Et en fait, l'ignorance, ça s'enlève, quoi. Il faut juste nourrir l'intelligence émotionnelle, parce que finalement c'est pas l'intelligence du QI là, je suis intelligente, je fais des mathématiques, tout ça, c'est pas ça qui va rendre la Terre meilleure. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est celle des HPE comme on les dit, ou des enfants indigos comme on les appelle, ou les traits aussi de la personnalité autistique, ou même de toutes les personnes qui ont des troubles d'anxiété, de dépression, de stress, des syndromes post-traumatiques. Nous sommes tous des ultra-sensibles. Et ce que nous voulons, c'est parce que la société, elle n'est pas du tout faite pour nous, pour qu'on soit heureux et protégé, en fait. Là, elle ne nous protège pas du tout, la société, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais donc du coup, ça peut être que nous qui puissions nous protéger nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons prendre soin de nous, quoi. C'est simple, donc du coup, il faut le faire, parce que si vous attendez que votre mari, vos enfants vous apportent cette nourriture intérieur en fait, pour vous sentir vraiment indépendant de l'extérieur et que vous, quoi qu'il se passe, vous êtes là centralisé dans votre paix intérieure, la joie de votre cœur et la paix de votre esprit, voilà, hein, quoi qu'il se passe, quoi. À l'extérieur, pour le meilleur et pour le pire, vous êtes là en adéquation et en symbiose, en mariage avec vous-même, quoi. Et c'est ça ce à quoi l'humain doit tendre et non pas être toujours dépendant d'un mari, d'un enfant, d'une drogue, d'une société meilleure, d'un pays meilleur, d'un visa, d'une meilleure nationalité, d'une meilleure maison, d'une meilleure voiture, d'une meilleure. C'est une course-poursuite sans fin, hein. On s'en sort jamais, hein, vraiment, on s'en sort pas et on n'est jamais heureux dans l'histoire, on s'en rend peut-être même pas compte qu'on est heureux, qu'on n'est pas heureux, et puis il y a un moment, c'est notre dernier souffle, et là je peux vous dire qu'on s'en rend compte, hein. Là on a la vie qui, enfin je sais pas, c'est une croyance que j'ai vraiment l'impression que lorsqu'on va mourir, à notre dernier souffle, là, enfin j'ai l'impression, parce qu'en même temps dans les morts imminentes, les gens disent ça, ils étaient en train de mourir et ils revoyaient défiler leur vie. Beaucoup ont dit ça en fait, ils revoient leur vie comme tout, quoi, tous les souvenirs qui reviennent, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Donc j'ai pas envie de mourir de regret et de lamentation en me disant mon Dieu, mais si j'avais su que j'emporterais pas ma Rolls-Royce avec moi au paradis, en plus regarde, je suis même pas au paradis, je suis en enfer, et finalement en fait l'enfer, c'est ce que j'étais déjà sur terre, parce que finalement une fois que vous passez de la vie à la mort,
vous n'allez pas, si votre vie c'est un enfer maintenant, croyez pas que vous allez aller au paradis après. Enfin, je sais pas, vous allez continuer là où vous êtes déjà. Donc en fait, le paradis ou l'enfer, vous le créez vous-même et c'est dans votre tête, c'est cet esprit à contrôler et arrêter qu'il vient là nous titiller et faire de notre vie un enfer, tout simplement. Parce que finalement, cet esprit fait de nous un enfer. Et si on arrive à se rendre compte qu'on peut changer notre vie en changeant nos pensées et du coup en changeant finalement notre vie, ça va ensemble, on change nos pensées, donc du coup on change notre vie et notre vie change parce qu'on change nos pensées, voilà, et donc du coup on se crée son petit paradis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Salut, prenez soin de vous.